Pendant 8 ans, j'ai cru que je pouvais battre le marché en choisissant mes propres actions. France Télécom, Alcatel, des valeurs sûres. Mon rendement annualisé sur cette période, 4,2%. Pendant ce temps-là, le marché, lui, faisait 6,8% de rendement. Après cette vidéo, vous saurez comment éviter les 9 erreurs qui coûtent le plus cher à un investisseur, à commencer par celle dont je viens de parler. Parce que ma fameuse valeur ajoutée personnelle à l'époque, 8 ans de recherche, d'analyse, de stress, c'était un résultat de moins 2,6% par an. J'aurais mieux fait en achetant un seul ETF monde et en allant à la pêche. Et quand j'ai enfin compris ça, quand je suis passé aux ETF, j'ai cru que le problème était résolu. Mais non, parce que j'ai fait d'autres erreurs, plus subtiles, des erreurs que peut-être on fait tous sans savoir. Selon les données d'Amundi et de l'EFAMA, les investisseurs européens ont investi 330 milliards d'euros dans des ETF en 2025. C'est un record absolu pour la troisième année consécutive. Tout le monde achète des ETF. Mais la plupart des investisseurs confondent deux choses très différentes. Acheter un ETF et construire un portefeuille ETF intelligent. Et ce mois de février 2026 vient de le prouver. Le S&P 500 a perdu à peu près 7%. Les tarifs douaniers de Trump, qui ont été invalidés par la Cour suprême. L'or, qui a franchi le niveau des 5400 $ l'once. Et les valeurs crypto qui ont plongé de 30%. En face, mon portefeuille de référence, celui que je partage avec mes 504 clients, il a fait plus 20,85% de rendement réel depuis sa création. Pas parce que j'ai prédit tout ce qui est en train d'arriver, je ne suis pas devin, mais parce que la construction de ce portefeuille était faite pour absorber ce type de marché. Cette confusion entre acheter un ETF et construire un portefeuille coûte cher, silencieusement, sur des années. Avant d'aller plus loin, si vous voulez recevoir pendant 7 jours des astuces concrètes pour construire un portefeuille solide, sélection d'actifs, répartition des montants, fiscalité, j'ai préparé un bootcamp gratuit par mail, une formation gratuite par mail. Le lien est en description, on en parle à la fin de la vidéo. En 2008, mon portefeuille était 100% européen, des actions françaises, de l'immobilier espagnol, un compte en euros, 3 classes d'actifs différentes, je me croyais diversifié. Et puis, il y a eu la chute de Lehman Brothers. J'ouvre mon compte titre, moins 8% en une seule journée. J'ai failli tout liquider. Tout. Mais j'ai eu le réflexe d'appeler un ami. Un ami qui m'a posé une question toute simple. Qu'est-ce qui a changé dans les entreprises que tu détiens depuis hier? Et la réponse, c'était rien, rien n'avait changé. Alors, j'ai fermé mon portable et 6 mois plus tard, mon portefeuille avait déjà récupéré la perte latente. Si j'avais vendu ce jour-là, j'aurais transformé une peur passagère en 35% de perte définitive. Mais ce jour-là, j'ai surtout compris autre chose. J'ai compris que détenir plusieurs actifs dans la même zone géographique, libellés dans la même devise, ce n'est pas de la diversification. C'est de la concentration déguisée. Et c'est exactement la leçon qu'on applique dans notre portefeuille 10x10, notre stratégie numéro 5, la stratégie financière versus DeFi, perd potentiellement 15% en ce moment. C'est douloureux, mais la position est raisonnable, donc c'est supportable. Mais dans le même portefeuille, notre position en or physique, elle, fait plus 63%. Notre position sur l'uranium fait plus 71%. Et notre position sur l'intelligence artificielle fait plus 21%. C'est ça la vraie diversification. Accepter qu'une poche souffre pendant que les autres gagnent. Alors, dans les prochaines minutes, je vais vous partager les 9 erreurs les plus graves que je vois sur les marchés et surtout comment les éviter. Première erreur et de loin la plus répandue, essayer d'acheter au plus bas pour revendre au plus haut. Pourquoi c'est un piège? Les chiffres publiés par JP Morgan dans leur guide To the Markets du premier trimestre 2026 sont sans appel. On place 10 000 $ dans le S&P 500 entre 2004 et 2024. En restant investi tout du long, on fait 10,6% de rendement annualisé. Mais si on rate les 10 meilleurs jours de bourse sur ces 20 ans, 10 jours sur plus de 7 000, le rendement bascule en territoire négatif. Et le plus cruel dans cette histoire, selon la même étude, 7 de ces 10 meilleurs jours se sont produits dans les 15 jours suivant les 10 pires jours. La traduction en bon français, ceux qui vendent par peur ratent presque systématiquement la remontée qui suit. Peter Lynch, le légendaire gérant du fonds Magellan, résumait ça en une phrase. Plus d'argent a été perdu par des investisseurs qui tentaient d'anticiper les corrections que dans les corrections elles-mêmes. Et l'historique boursier lui donne raison. Éviter les 10 pires et les 10 meilleures journées en bourse produit un rendement autour de 7%, voire 8%. Bien moins que les 10% de celui qui est resté investi tout le temps.
Donc, la solution ici, un montant fixe, un jour fixe, chaque mois, quoi qu'il arrive, c'est ce qu'on appelle le DCA, le Dollar Cost Averaging. C'est ma méthode de base depuis 1994. Deuxième erreur, et elle coûte cher sans qu'on s'en rende compte, ignorer les trois fondamentaux, l'horizon d'investissement, la diversification et l'enveloppe fiscale. Donc le premier, l'horizon de placement, c'est les données compilées par JP Morgan qui montrent que sur des périodes de 20 ans, les rendements d'un portefeuille équilibré ont toujours été positifs. Sur un an, c'est un pile ou face, mais sur 20 ans, sur 25 ans, sur 30 ans, ça a toujours été positif. Deuxième fondamental, la diversification réelle. Et là, attention au piège, parce qu'il est vicieux. Le MSCI World, c'est 72% d'actions américaines et une seule devise. 7 géants technologiques qui pèsent plus lourd que le Japon, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et la Suisse réunis. Et quand le dollar recule de 10% face à l'euro, le rendement fond comme neige au soleil. En 2017, le MSCI World affichait plus 22% en dollars de rendement, mais seulement 7% en euros. 15 points d'écart. Sur le même ETF, pour un investisseur européen, le risque de change, c'est l'angle mort numéro un. Et le troisième fondamental, c'est l'enveloppe fiscale. C'est crucial et ça varie énormément selon les pays. J'ai découvert le PEA en 2005. J'investissais en bourse depuis 1994. Pendant 11 ans, j'avais payé des impôts sur des plus-values que j'aurais pu éviter légalement. Ni mon banquier, ni mon comptable ne m'en avaient parlé. Un PEA en France, un troisième pilier en Suisse, le choix de l'enveloppe peut représenter des dizaines de milliers d'euros de différence sur 20 ans grâce aux intérêts composés appliqués et à la fiscalité économisée. Troisième erreur, et c'est celle que je vois le plus souvent chez les investisseurs motivés, chercher la performance maximale sans considérer sa propre psychologie. Kahneman et Tversky ont démontré dès 1979, avec leur théorie des perspectives, ce point. La douleur ressentie pendant une perte est environ 2 fois et demi plus forte que le plaisir éprouvé pour un gain équivalent. Et un portefeuille 100% actions qui dévisse de 50%, ça crée une pression émotionnelle insoutenable pour la plupart d'entre nous. Mais il y a un autre piège plus sournois. Ceux qui se disent 100% actions gardent souvent, parfois même sans s'en rendre compte, une épargne massive en cash pour pouvoir profiter des opportunités. Au global, leur répartition réelle, 50% cash, 50% actions, sous-performe un simple portefeuille, 60% actions, 40% obligations. Dans le portefeuille de la solution 10x10, j'ai une allocation défensive, un portefeuille de Brown amélioré, que je considère comme une grosse obligation. Alors, j'ai 4 poches à 25%, des actions, des obligations de longue durée, de l'or et du cash. Ce groupe d'actifs équilibrés se comporte aussi bien qu'une obligation allemande de la belle époque. Il compense l'inflation en rapportant un petit rendement chaque année. Et quand je dis un petit rendement, c'est un euphémisme, parce qu'avec l'or, en ce moment, c'est spectaculaire. D'après le World Gold Council et le Callaghan Assets, l'or a prouvé son rôle de valeur refuge lors de la crise de 2008 en progressant de 21%, tandis que les autres actifs s'effondraient. Sur la période 93-2025, l'intégration de l'or a permis de réduire la perte maximale du portefeuille, le laissant passer de moins 41% à moins 35%, tout en améliorant légèrement le rendement global au lieu de le pénaliser. Certains actifs ne sont pas là pour performer, ils sont là pour protéger. Et sans poche défensive, on n'a pas un portefeuille, on a une bombe à retardement. Quatrième erreur, mettre 30%, 40% ou plus sur un ETF Nasdaq ou sectoriel technologique, en se disant que la surperformance passée va forcément continuer. Le rappel est douloureux. Le Nasdaq 100 a perdu environ 78% entre son pic de mars 2000 et son point bas d'octobre 2002. Et selon les données historiques de l'indice, il a fallu 15 ans, jusqu'en 2015, pour retrouver son plus haut. Un investisseur de 50 ans en 2000 avec 40% en Nasdaq aurait dû attendre de fêter son 65e anniversaire pour revoir sa position revenir à zéro. Vos allocations offensives, les enveloppes dédiées à la croissance de votre portefeuille, thèse technologique, thèse sectorielle, stratégie thématique, peu importe, ne devraient pas dépasser 15, allez, 20% du total de votre portefeuille. Au-dessus, on prend le risque de devoir porter une perte latente bien plus longtemps que notre patience ne peut le supporter. Cinquième erreur, se focaliser uniquement sur le rendement brut, sans regarder ce qu'on perd en route. Le mécanisme ici est simple, mais cruel. On met 10 000 euros, ça tombe à 5 000, moins 50%. Pour revenir à 10 000, il faut doubler.
un gain de 100%. Mais une perte de 33% ne nécessite que 50% de hausse pour se rattraper. Sur le long terme, la différence est colossale. C'est comme en Formule 1. Le pilote qui gagne le championnat n'est pas toujours celui qui a la voiture la plus rapide en ligne droite. C'est souvent celui qui perd le moins de temps dans les virages. Et on le voit dans notre stratégie numéro 5, financière versus DeFi, actuellement dans la solution 10x10, elle est à moins 15%, cette stratégie en ce moment. Alors c'est douloureux, oui, mais parce que cette stratégie ne pèse pas plus qu'une quinzaine de pourcents de la poche action, l'impact sur le portefeuille global reste contenu. Le portefeuille total affiche plus 14,63%. C'est ça, perdre moins pour gagner plus. En pratique, on dimensionne chaque position pour qu'un même scénario catastrophe sur une poche ne détruise pas l'ensemble du portefeuille financier. Et la recherche fondamentale le confirme. Selon UBS Asset Management, le MSCI World Minimum Volatility offre sur le long terme des rendements comparables au MSCI World classique, mais avec des variations nettement inférieures. La traduction en bon français, on gagne autant en perdant moins dans les mauvais moments. Sixième erreur, et elle est tenace, se contenter du fonds euro ou du cash pour la partie défensive de son portefeuille. Alors pourquoi c'est un problème? Selon Just ETF et le Club du patrimoine, en 2025, les meilleurs ETF obligataires européens ont affiché des rendements de plus de 13% sur 3 ans. Les flux vers les ETF obligataires en Europe ont atteint 77,8 milliards d'euros, en hausse de 16,6% sur un an. Le signal est clair, les investisseurs avertis se positionnent sur les obligations. Dans notre portefeuille de Brown, la position en obligations longues américaines est à moins 1,24% depuis l'achat. Vous allez me dire que c'est contre-intuitif de garder une ligne en négatif, mais l'actualité me permet de vous montrer pourquoi on fait ça. Vous voyez que le contexte est en train de basculer. L'inflation américaine a ralenti à 2,4% en janvier 2026, son plus bas depuis mai 2025. La probabilité d'une baisse de taux de la Fed d'ici juin est montée à environ 83%. Et quand la banque centrale baisse ses taux, les obligations longues sont mécaniquement le segment qui en profite le plus. Leur prix monte quand les taux descendent. C'est exactement pour profiter de ce genre de situation qu'on conserve des obligations. Les obligations sont devenues attractives après des années de taux négatifs. Les ignorer, c'est se priver du couteau suisse, de la partie défensive d'un portefeuille financier. Septième erreur, et elle touche ceux qui approchent du moment où ils ont besoin de leur capital, c'est de vouloir garder la même répartition agressive à 10 ans comme à 30 ans de la fin de son horizon d'investissement. Le rappel historique est glacial. En 2008, de nombreux Américains proches de la retraite avaient conservé des répartitions très offensives. Quand le S&P 500 a perdu environ 57% entre octobre 2007 et mars 2009, certains ont dû repousser leur retraite de 5 à 10 ans. Et c'est exactement le scénario qu'on doit éviter. Le principe ici, pourtant, est simple. Il faut faire concorder le niveau de risque avec l'horizon restant. À 20 ans de la fin, on peut être à 80-90% d'actions. À 10 ans de la fin, 60-40% d'actions. À 5 ans, 40-60. Et ça fonctionne dans les deux sens. Dans le 10x10, notre poche bailleur de fonds 2.0, les prêts aux particuliers ou aux entreprises génèrent des rendements entre 7 et 23%, sans aucun lien avec les marchés actions. C'est une poche de rendement qui ne bouge pas quand le S&P 500 chute de 7 ou 10%. Pour quelqu'un qui approche de la fin de son horizon d'investissement, augmenter la part de ce type de rendement décorrélé des marchés, à condition de bien comprendre le risque de crédit sous-jacent, c'est très adapté. Et c'est pas du market timing, c'est de la gestion de risque structurelle. Et c'est la question qu'on se pose trop rarement. Si le marché chutait de 50% demain, qu'est-ce que je ferais? Si la réponse est je vendrais en panique, c'est que notre position est trop importante. Huitième erreur, et c'est peut-être la plus coûteuse psychologiquement, croire que des stratégies ETF sont réservées aux jeunes avec une trentaine d'années devant eux. Les données de Vanguard, publiées dans leur étude The Global 60-40 Portfolio, Teddy As It Goes, racontent une toute autre histoire, for sure. Le portefeuille global 60-40 a affiché un rendement cumulé de près de 30% entre fin 2022 et septembre 2024. Son rendement annualisé sur 10 ans, 6,9%. 10 points de base au-dessus de sa moyenne historique de long terme. Et ça, c'est après que tout le monde l'avait déclaré mort en 2022.
Notre portefeuille, la solution 10x10, existe depuis août 2024, soit 18 mois. Le rendement réel du portefeuille est de 20,85%. Et ça, en traversant le stress des tarifs douaniers, l'invalidation de ces mêmes tarifs par la Cour suprême, un kidnapping de président vénézuélien, un shutdown du DHS, la pire correction crypto depuis le Covid et les derniers événements en Iran. Même avec 8 à 12 ans d'horizon d'investissement, un portefeuille équilibré bien construit génère des rendements significatifs. L'important, c'est d'adapter la répartition au temps restant, pas de renoncer à investir. Neuvième erreur, la plus insidieuse de toutes, refuser d'entrer dans le détail de ses investissements. Le diable est toujours dans les détails. En investissement, les petits pourcentages ne s'additionnent pas, ils se multiplient. Un écart de 0,5% par an, des frais trop élevés, un rééquilibrage manqué, sur 25 ans avec un capital de 200 000 euros, c'est plus de 25 000 euros de différence sur le capital final. Et les détails qui comptent pour l'investisseur européen ne sont pas que les frais, c'est la domiciliation du fonds. Un ETF domicilié en Irlande bénéficie d'une retenue à la source réduite sur les dividendes américains, 15% au lieu de 30%, grâce à la convention fiscale irlando-américaine. C'est aussi le choix entre véhicules capitalisants et distribuants, selon la résidence fiscale. Et c'est le rééquilibrage annuel qui force mécaniquement à acheter bas et vendre haut. Et en ce moment, les détails macro comptent aussi. Le spread high yield, c'est-à-dire l'écart entre les obligations risquées et les obligations d'État, est à 2,86%. C'est moitié moins que sa moyenne historique à 5,20%. Le marché nous dit tout va bien. Mais 175 milliards de dollars de tarifs viennent d'être jugés illégaux. Les tarifs section 122 expirent automatiquement le 24 juillet prochain et le Congrès est paralysé. Des détails qui peuvent transformer un petit ajustement en une correction de 20%. En 98, on a essayé de me vendre une assurance vie avec 4% de frais d'entrée. C'est standard, m'avait dit le conseiller. J'ai calculé et sur 10 ans, ces frais me coûtaient l'équivalent d'une année entière de rendement. J'ai appris ce jour-là qu'il fallait lire les petites lignes des contrats et surtout qu'il fallait fuir les conseillers qui répondent ces standards quand on pose des questions. Comme le résume le JP Morgan Guide to the Markets, investir, c'est jouer le bon jeu. Sur une seule journée, le marché est un jeu de pile ou face, mais sur 10 ans, un portefeuille équilibré a toujours délivré des rendements positifs. C'est l'importance qu'on accordera aux détails qui amènera l'une ou l'autre de ces deux situations. Et si vous avez reconnu une ou plusieurs de ces erreurs dans votre propre portefeuille, c'est normal. L'infobésité, comme l'appellent les médias, nous touche tous. Des centaines de TF disponibles, des dizaines de courtiers, des milliers de vidéos contradictoires. Le fameux trop de choix tue le choix. Ce n'est pas de votre faute. Personne ne nous apprend à investir. Mes parents étaient immigrés espagnols, travailleurs, honnêtes, mais personne ne leur a expliqué les règles du jeu économique. Ils ont travaillé 40 ans sans comprendre le système et ils ont payé le prix de leur ignorance. Personnellement, j'ai décidé très tôt que je ne subirais pas les règles, que je les apprendrais et que je les utiliserais, que ce n'était pas si compliqué. Et c'est ce que je vous partage dans ces vidéos. Maintenant, concrètement, voilà ce que vous pouvez faire. Première action, construire votre matelas de sécurité, l'équivalent de 6 mois de dépenses fixes en cash ou en obligations court terme. C'est exactement le rôle de la poche de cash dans le portefeuille de Brown de la solution 10x10. Tant que ce socle n'est pas en place, on n'investit pas en action. Deuxième action, l'automatisation. Un virement mensuel programmé, un montant fixe, le même jour chaque mois. Les marchés montent, on achète. Les marchés baissent, on achète. On arrête d'essayer de deviner. Troisième action, l'audit de répartition. Vérifiez votre exposition réelle, géographique, sectorielle, en devises. Si 70% de votre portefeuille est en dollars, un dollar qui est en baisse de 8,3% sur un an, c'est un pari sur le dollar, pas de la diversification. Notre portefeuille 10x10 mélange délibérément exprès des actifs en dollars, des actifs en euros et des actifs hors devise comme l'or physique. Quatrième action, l'enveloppe fiscale adaptée à votre pays de résidence. Ne refaites pas mon erreur de 11 ans sans PEA. Cinquième action, ayez un document écrit, visible, avec votre horizon d'investissement, votre répartition cible, vos règles de rééquilibrage. Parce que dans la panique, votre cerveau vous mentira, alors que le papier, lui, ne vous mentira jamais. Alors, il y a aussi ce que je ne sais pas. Je ne sais pas si les marchés américains vont continuer à dominer la prochaine décennie. Le Japon dominait en 1989. Le Nikkei a atteint son sommet le 29 décembre 1989 à 38 957 points. Il a fallu attendre février 2024, 34 ans, pour retrouver ce niveau.
L'Eurostoxx 50, l'indice européen de référence, a atteint son pic en mars 2000 et il ne l'a retrouvé qu'en 2024-2025, 25 ans après. Je ne sais pas si les tarifs de 15% vont expirer le 24 juillet ou si le Congrès américain va les prolonger. Je ne sais pas si la Fed va baisser ses taux en juin, malgré les 83% de probabilité qu'affiche le marché. Je ne sais pas quand viendra la prochaine correction majeure. Ce que je sais, c'est comment me positionner pour plusieurs scénarios à la fois. Après 30 ans et 5 crashs, j'ai appris que les cycles se répètent, que la nature humaine ne change pas et que la discipline bat l'intelligence qui s'agite. À chaque fois. J'investis mon propre argent selon ces principes depuis 1994. Les 504 clients qui suivent ces stratégies avec moi le font aussi. Et notre portefeuille, en ce mois de mars 2026 bien agité, reste à plus 14,63%. Pas grâce au génie, grâce à la structure. Je vous ai donné les 9 erreurs et leurs solutions aujourd'hui. C'est un premier diagnostic. Mais pour passer à l'application complète, choisir les bons ETF, dimensionner chaque position, optimiser la fiscalité selon votre pays, j'ai préparé une formation gratuite de 7 jours. Un email par jour, 5 minutes de lecture. À la fin de cette formation, vous saurez évaluer votre position réelle en moins de 10 minutes, construire une répartition adaptée à votre situation et identifier les signaux d'ajustement quand il est temps de rééquilibrer. Aucun lien d'affiliation. J'investis mon propre argent selon ces principes depuis 1994. Le lien est en description. C'est gratuit, sans engagement, et vous pouvez commencer tout de suite. Si vous voulez que j'approfondisse l'une de ces 9 erreurs qu'on vient d'évoquer, dites-le en commentaire. Et si vous voulez savoir comment je construirai un portefeuille si je commençais en 2026, je vous explique tout dans la vidéo qui s'affiche.